Dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment il est possible de contrôler dynamiquement la lecture d'une vidéo. Pour le contrôle, nous utiliserons notre analyseur audio et l'opérateur Beat que nous avons vu dans une vidéo précédente. Ce faisant, nous verrons aussi quelques principes de base de la composition d'éléments visuels dans Touch Designer. Alors, pour commencer, je vais tout simplement glisser-déposer mon fichier sonore. Il s'agit du même que celui que nous avons utilisé dans les vidéos précédentes. Vous pouvez récupérer le fichier. Dans la description, il y aura le lien pour le récupérer. Donc, nous avons notre fichier sonore. J'en profite tout de suite pour le renommer. Donc, audio file in comme préfixe et appelons-le tout simplement musique. Pour pouvoir entendre le résultat, on ajoute un audio device out. Et je renomme celui-ci ADO. Je pense que c'est suffisant dans ce cas-là. Si vous voulez préciser de quel type de sortie il s'agit, vous pourrez le faire. Dans mon cas, c'est la sortie par défaut. Mais haut-parleur. Ensuite, on va donc ajouter notre analyseur. La palette est actuellement fermée, donc pour l'ouvrir, on peut venir cliquer sur ce petit icône et récupérer dans la section My Components votre analyseur qui aurait dû être sauvegardé dans un sous-dossier. J'ai appelé le mien audio et à l'intérieur, j'ai mon analyseur audio, donc je peux glisser, déposer et ça me l'ajoute sur mon éditeur. Je vais refermer la palette pour l'instant. Voilà. Je connecte la source audio à l'intérieur. Tout semble beau. On est prêt à y aller. Donc, mon fichier audio, actuellement, sa lecture est indépendante du timeline. Donc, quand je pèse sur Play, il démarre. Quand je pèse sur Pause, il se met en pause. Mais si je navigue dans la ligne du temps ou dans la timeline, ça n'affectera pas la position de la tête de lecture pour ce qui est de la lecture du fichier sonore. Par contre, il y a des avantages à synchroniser la ligne du temps et la lecture audio. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, on va essayer de synchroniser les deux. Pour faire ça, donc, je vais dans les paramètres de mon audio file in et à côté de Play Mode, je vais sélectionner Locked to Timeline. Donc, cette fois-ci, la lecture va suivre la position du timeline. Et donc, si à un moment précis, ma ligne du temps est à 10 secondes, ben, quand je vais peser sur Play, c'est la musique à la position, ou en tout cas 10 secondes après le début, qui va commencer à jouer. Donc, les deux vont être verrouillés ensemble, vont être liés ensemble. Évidemment, à partir du moment où on fait ça, il faut s'attarder un petit peu plus en détail à la ligne du temps. Donc, par défaut, la ligne du temps, elle est d'une longueur de 600 cadres, 600 frames. Donc, dans notre cas, notre musique, elle fait, ou elle est l'équivalent de 3292 cadres. C'est ce qu'on avait vu dans une vidéo précédente. Donc, je vais entrer ce chiffre-là. Et je vais aussi modifier la région sélectionnée. Donc, la région, c'est la petite zone qui est en bas ici. Cette zone-là, on peut la déplacer. On peut aussi modifier son début et sa fin. Puis, je peux carrément la déplacer. Elle résiste un peu. Donc, je vais m'assurer qu'elle soit de la même longueur que l'entièreté de ma ligne du temps. Évidemment, il faut ajuster le tempo. Donc, le tempo doit correspondre au tempo de la musique que vous utilisez. Donc, dans notre cas, il s'agit de 140 qu'on va entrer immédiatement. Et pour voir donc l'affichage des battements, des mesures, ben, on va utiliser comme mode Beats. Donc, le timecode, c'est les minutes, les secondes, etc. Ben, en mode Beats, on verra les temps et les mesures. Je m'assure que le range limit soit à loop, de façon à ce que, une fois rendu à la fin de la lecture du timeline, ben, qu'on revienne au début en boucle. Et comme mon son est synchronisé, en tout cas a été créé pour boucler, ben, ça nous permettra d'avoir un son en continu. Voilà.
Donc, ce que je souhaiterais faire dans cette vidéo-ci, en tout cas du moins pour commencer, c'est contrôler la lecture d'un fichier vidéo à partir de ce qui se passe dans l'analyseur audio. Donc, spécifiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire jouer la vidéo à chaque fois qu'on entend la caisse claire se déclencher. Donc, pour faire ça, on va cibler les fréquences médium qui correspondent à peu près à celles de la caisse claire. Et donc, je vais évidemment utiliser un select pour aller sélectionner seulement le canal qui m'intéresse, c'est-à-dire le canal médium. Donc ici, je vais choisir médium, et voilà. J'en profite pour renommer select médium. Maintenant, ce qu'on souhaite faire, c'est que à chaque fois qu'il y a un coup de caisse claire, qu'on fasse jouer un petit bout de vidéo, puis qu'on arrête. Donc, ce que ça nous prendrait, c'est une façon d'aller peser sur le bouton play de la vidéo, puis de le relâcher une fraction de seconde plus tard. Et pour ça, ça va nous prendre un nouvel opérateur qui s'appelle l'opérateur trigger. Donc, je vais ajouter ici l'opérateur trigger. Oups. Et l'opérateur trigger, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il analyse le signal qui entre et on peut déterminer un seuil à partir duquel il va se déclencher. Donc, au-delà d'un certain seuil du signal qui entre, il se déclenche et ça nous permet comme ça de pouvoir générer, par exemple, l'équivalent de peser sur le bouton de lecture ou sur le bouton de pause. Donc, si on veut s'aider un peu, on va s'ajouter en fait un opérateur trail qui va nous permettre de voir ce qui se passe au moment de la lecture. Donc, je démarre la lecture. Donc, vous voyez que les médiums réagissent relativement bien à la caisse claire. Et là, ce sera à nous de trouver à quel endroit placer le seuil pour que le trigger se déclenche seulement quand le seuil est dépassé. Et je me rends compte que ce serait plus efficace de mettre notre trail à cet endroit-ci, donc pour voir ce qui se passe directement à la sortie de médium. Donc, on va jeter un coup d'œil. Donc, vous voyez qu'il y a des beaux pics ici lorsque la caisse claire se déclenche. Donc, c'est ces pics-là qu'on va viser. Maintenant, à quel niveau est-ce qu'ils se trouvent? On va aller voir en plus gros. Il semble être à peu près en haut de 0.04. À chaque fois qu'on dépasse le 0.04, il semble que ça corresponde à un coup de caisse claire. Dans mes tests, j'ai déterminé que c'était 0.041, donc c'est ce que je vais utiliser, mais je pense que vous voyez l'idée. Donc, ce que ça signifie, c'est que ici, dans mon trigger, le seuil, ou le threshold, je vais le placer à 0.041. Donc, c'est un seuil qui sera dépassé, comme je vous le disais, quand les pics de caisse claire se manifesteront, tout simplement. Maintenant, en faisant des tests, j'ai aussi ajusté un petit peu la fréquence pour que ça fonctionne bien avec la caisse claire de cette pièce-là. Et j'en suis arrivé à la conclusion que ma fréquence centrale devrait être autour de 2800. Évidemment, en fonction de votre pièce, ce sera à vous d'ajuster en écoutant le résultat ou en regardant les pics, le résultat visuel. Donc, vous pourrez voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Donc, en utilisant ça, si je grossis et qu'on regarde attentivement, je vais en profiter même pour fixer le visualiseur. Donc, je vais décocher le Vertical Adapt pour être sûr que l'échelle ne bouge pas pendant la lecture. Donc, ça semble relativement bien fonctionner. Donc, en haut de 0.04, je vois les pics de la caisse claire. Au passage, remarquez que si je rembobine, si je reviens au début, la pièce recommencera au début. Donc ça, c'est bel et bien le début de ma séquence musicale. Juste pour s'en convaincre, je reviens. Donc, vous voyez qu'il y a bel et bien un lien qui a été fait entre la lecture du son puis la position sur la ligne de temps. Donc, si je regarde maintenant ici le trigger, celui-là, puis que je repars mon son,
il semble y avoir un mouvement qui correspond à peu près à la caisse claire, mais on dirait qu'il y a besoin d'ajustement. Donc, on va regarder c'est quoi les options du trigger, mais effectivement, on aura besoin de faire quelques ajustements. Donc, dans mon cas, ce que j'aimerais, puis je vais aller voir dans la section attaque pour ça, ce que j'aimerais, c'est que l'attaque soit instantanée, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une montée graduelle puis une descente graduelle. Je veux que dès qu'on détecte que la caisse claire est présente, immédiatement, le trigger soit déclenché. Donc, je vais mettre le attack length, donc le début de mon trigger, à 0 pour que ça se fasse instantanément. Ensuite, puis tiens, je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais même ajouter un trail ici pour qu'on puisse voir c'est quoi le résultat du trigger comme tel. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc, vous voyez l'idée? L'attaque dont je vous parlais, c'est cette ligne-là ici. Donc, quand on avait un point 2, ben, au lieu d'être une ligne bien verticale, il y avait un petit angle comme ça. Ça lui prenait un certain temps avant de se rendre à son maximum. Donc là, c'est pas mal ça qu'on veut. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres qu'on devrait ajuster? Ben oui, sans doute. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme option? Bon, le peak level, ça va. Donc, c'est le niveau auquel on souhaite qu'il se rende. Un niveau de 1, ça va être parfait parce que nous, ce qu'on a besoin, c'est 0 et 1 pour allumer et arrêter la lecture. Le peak length, dans le fond, c'est la distance qu'il y a entre le début de l'attaque puis le début de la descente, si on veut. Donc, si j'augmente le peak length, on va le faire jouer, puis je vais l'augmenter en même temps. Donc, je l'augmente graduellement, et vous voyez que, soudainement, les crêtes en haut sont plus larges. Donc, dans mon cas, je pense que je vais tout simplement le laisser à 0 pour que ça soit vraiment des trucs très instantanés, disons ça comme ça. Donc ça, c'est le peak length. Est-ce qu'on a d'autres choses qui nous intéressent? Le decay length, donc c'est le temps que ça lui prend à redescendre. Et dans notre cas, ça pourra sans doute être intéressant à 0.2. On pourra faire des tests 0.15, en tout cas c'est donc 0.15 secondes pour redescendre à 0. Ça devrait être relativement conforme à nos besoins. Donc, d'après ce qu'on a vu, notre trigger fonctionne relativement bien. Donc, il se déclenche sur les caisses claires, il redescend avec un certain délai. Donc, ça semble bien fonctionner. Donc, ce que je vous propose, c'est d'appliquer ce qu'on a fait auparavant, c'est-à-dire d'ajouter un nul avant d'exporter cette valeur-là. Dans mon cas, plutôt que d'ajouter un nul, je vais ajouter un select. J'ai tendance à favoriser le select. Oups, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Donc, un select. J'ai tendance à favoriser le select plutôt que le nul parce que le select va nous permettre de renommer dans le même opérateur le canal. Donc, je trouve qu'il y a un avantage à utiliser le select. J'en profite pour renommer mon trigger. Donc, ça, c'est le trigger pour les médiums. Et ici, ben, ça sera un select pour les médiums aussi. Comme on l'a vu dans une vidéo précédente, je pèse sur C pour afficher les couleurs et je vais assigner la couleur rouge puisque ce sera un point d'exportation pour moi. Donc, une façon visuelle de me souvenir que je ne dois pas modifier le nom de cette chose-là puisque c'est un point d'exportation. Là, je viens de remarquer que j'avais déjà un select medium qui était utilisé, donc probablement que ce serait une meilleure idée de le renommer autrement. Donc, dans ce cas-ci, comme le select ici contrôlera le clip numéro 1, on aura 3 clips à la fin qu'on contrôlera en parallèle. Je vais tout simplement l'appeler select clip 1, tiens, pour l'instant. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, ce qui est intéressant du select, c'est qu'on peut aussi renommer le canal qui est
à l'intérieur. Donc, ça nous permet de faire deux opérations en une. Et personnellement, quand j'en suis au moment d'exporter, ben, j'ai souvent tendance à exporter une valeur qui s'appellerait elle-même export. Donc, dans ce cas-ci, c'est l'exportation pour le clip 1. Donc, pour moi, c'est une syntaxe qui me convient assez bien. Vous pouvez me l'emprunter, évidemment, ou trouver votre propre système, mais en ce qui me concerne, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Donc, est-ce qu'on est capable, effectivement, de contrôler notre vidéo à l'aide de cette mécanique-là? Ben, on va essayer. Donc, je vais tout de suite ajouter le clip dans l'éditeur. Donc, je le glisse et je le laisse tomber ici. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une petite chandelle qui brûle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va contrôler la lecture de la vidéo en fonction de ce qui se passe dans mon... en fait, surtout dans le trigger, mais qui sera lié via le select. Donc, comment est-ce qu'on fait pour contrôler une vidéo, lui dire où aller et tout ça? Ben, la clé, c'est dans le queue. Donc, par défaut, l'option queue est à off, mais si on l'allume, ce que ça nous permettra de faire, c'est de déplacer le queue point et faire en sorte que la lecture, tout simplement, suive cette position-là. Donc, si je bouge l'élément ici, ben, vous voyez que ma chandelle est en train de diminuer de taille. Et donc, ce que ça permet de faire, le queue point, c'est vraiment de se diriger à un cadre en particulier et de faire la lecture de cet élément-là. Évidemment, on peut le spécifier de différentes façons. Par défaut, on est en fraction, donc en pourcentage, si vous voulez. Mais on peut aussi préciser un frame très, très précisément, ou un nombre de secondes, ou ainsi de suite. Donc, dans notre cas, laissons-le en fraction. Et on va tout simplement faire une liaison entre les deux. Donc, je bascule en mode de visualisation. J'attrape mon canal export. Je l'amène sur le queue point. Et j'en fais une référence. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ben, notre trigger ici, il nous retourne des valeurs, comme on a vu tantôt, qui étaient soit à 0, soit à 1, ou pendant un certain temps, des valeurs qui baissent de 1 et qui reviennent jusqu'à 0. Donc, ce que ça signifie, si on branche ça directement dans le queue point, c'est que instantanément, quand il y aura un coup de caisse clair, on va aller à 100% de la vidéo, et tranquillement, on va redescendre vers la position à 0%. Ce n'est pas exactement ce que je veux faire au final, mais ça va nous donner une idée du fonctionnement de la chose. Pour qu'on voit un peu mieux, je vais activer l'affichage. Donc, la petite chandelle sera ici et on va démarrer la lecture. Donc, je reviens au début. Donc, comme vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Alors, comme je le disais, ce qui se passe, c'est que quand le trigger se déclenche, sa valeur devient 1. Une valeur de 1 au niveau du queue point, comme on peut voir ici, ben, c'est complètement à la fin. Et une valeur de 0, c'est au début. Et donc, on s'en va instantanément à la fin, puis oups, tranquillement, on revient à 0. Donc, c'est ce qui se passe ici, qu'on peut voir dans le trail. Donc, mine de rien, on est capable de contrôler la lecture de la vidéo en fonction du son dans ce cas-ci, et ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, ce que j'avais en tête, c'était pas tout à fait cet effet-là. Ce que je voulais, c'est que à chaque fois que la caisse claire se déclenche, on lit une partie de la vidéo, on arrête, puis là, la caisse claire se déclenche à nouveau, on en lit une autre partie, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on peut ajouter comme opérateur pour avoir cet effet-là, c'est un opérateur de type speed. Donc, je vais l'ajouter ici. Donc, l'opérateur de type speed, en gros, il prend un ratio ou une vitesse, si on veut, donc une distance pendant un certain temps, et il va l'additionner à chaque... en fait, il va continuellement l'additionner. Donc, juste pour vous montrer le détail, je vais ajouter un autre trail ici pour que vous voyez l'effet de l'opérateur speed.
Donc, portez attention, ben tiens, je vais le grossir un petit peu. On va porter attention sur celui-ci, donc je rembobine. Donc, vous voyez, c'est comme si on avait des marches d'escalier. Autrement dit, il y aura une lecture, on prend une pause, une lecture, on prend une pause, une lecture, on prend une pause. Tout ça, toujours en avançant dans le fichier. Et ben dans les faits, si on regarde, si on se concentre sur ce qui se passe au niveau de la chandelle, ben, ça devrait tout simplement fonctionner. Évidemment, l'opérateur speed a lui-même ses propres options, mais par défaut, ça correspond plutôt bien à ce qu'on veut faire. Donc, si on regarde le mouvement de la chandelle comme tel, je vais nous mettre comme ça, ben, donc la chandelle devrait descendre un peu, une pause, descendre un peu, une pause, descendre un peu, et tout ça devrait correspondre au coup de caisse claire. Pas beaucoup de succès, donc peut-être qu'on a un problème au niveau de notre exportation. Qu'est-ce qui se passe? Oui, on dirait que notre lien est disparu. Curieux, est-ce que j'ai fait une erreur? Donc je vais refaire le lien, je ne sais pas pourquoi il est disparu. Donc on remet ça dans le queue. J'imagine que tantôt, en manipulant, j'ai dû enlever la valeur. Ah, c'est ça. Donc, si on joue avec la... Ben, tiens, c'est peut-être une occasion de préciser un détail. Si on joue avec la glissière, on se retrouve en mode constante ou en mode statique, donc le premier mode qui est ici. Donc, dès qu'on change la glissière, donc c'est de cette façon-là que j'ai brisé mon lien tantôt. Par contre, quand je le refais, ben, vous voyez, on retombe dans le deuxième mode, qui est le mode expression. Et de cette façon-là, ça devrait fonctionner. Donc, on va regarder à nouveau. Donc là, c'est en gros l'effet que je souhaitais avoir, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un battement de caisse claire, ben, oups, on baisse un petit peu. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un battement de caisse claire, la vidéo joue un peu, s'arrête, et ainsi de suite. Donc, l'idée ici que j'avais au départ, c'était de combiner plusieurs de ces vidéos de chandelle-là. En fait, je vais en mettre 3 côte à côte. Et la lecture de chacune de ces 3 chandelles-là, qui seront la même en fait, sera contrôlée par différents éléments. Donc, la caisse claire, déjà, ça fonctionne, mais on va le faire aussi pour d'autres éléments. Donc, comme je veux en combiner 3, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier un petit peu le visuel pour pouvoir placer 3 caisses claires, c'est-à-dire 3 chandelles côte à côte. Donc, pour recadrer un visuel, on peut utiliser Crop. Et Crop va nous permettre, comme son nom l'indique, de recadrer. Donc, dans ce cas-ci, le recadrage du côté gauche devrait être à peu près à 0.15. C'est la valeur qui fonctionnait bien quand je l'ai essayé. Du côté droit, à environ 0.5. Voilà. Et vous voyez que le résultat, c'est une portion seulement de la vidéo. Maintenant, pour pouvoir combiner plusieurs de ces chandelles sur un fond qui est éventuellement plus grand, généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une constante. Donc, par exemple, un fond noir. On va le mettre... En fait, pour les fins de l'exercice, je vais le mettre dans une couleur un peu criarde pour qu'on voit bien ce qui se passe quand on va déplacer les éléments. Par contre, ce que je souhaite, c'est que cette constante-là, ça corresponde à la taille de la vidéo que je souhaite avoir à la fin. Donc, dans ce cas-ci, 1280 par 720. Et de façon à fusionner cette zone-là de 1280 par 720 et la chandelle, donc à mettre la chandelle par-dessus cette zone-là, ben, je vais pouvoir utiliser Composite. Donc, l'idée de Composite, c'est justement de fusionner 2 éléments. Donc, je vais brancher mes 2 éléments que je souhaite fusionner, et ça me donne quelque chose dans ce genre-là qui est clairement pas ce que je souhaite avoir. Donc, on va avoir quelques petites modifications à faire. Donc, première modification, par défaut, le Composite est en mode Multiply. Nous, ce qu'on veut, c'est pas de multiplier les images dans les 2 canaux, c'est vraiment d'ajouter la chandelle par-dessus notre fond. Donc, on peut utiliser Over, tout simplement. Donc, il placera la chandelle par-dessus le fond.
Maintenant, comme vous voyez, la chandelle a été étirée pour remplir toute la zone. Et donc, on aura aussi à modifier cette chose-là. Donc, dans la section Transform, il y a un élément qui s'appelle Prefit Overlay. Et dans ce cas-ci, il est à Fill. Donc, ce que ça dit, c'est rempli toute la zone. Donc, dans notre cas, on va tout simplement lui dire d'utiliser sa résolution native, donc celle qui provient de l'opérateur précédent. Et maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est tout simplement tasser la chandelle vers le côté gauche. Donc, on peut faire ça avec les opérateurs de transformation qui sont ici. Par contre, il y a une chose assez centrale à comprendre, qui n'est peut-être pas aussi intuitive qu'on voudrait au début, c'est qu'il y a dans l'opérateur composite la notion d'une couche fixe ou d'un fixed layer et d'un overlay. Et c'est à nous de décider lequel est lequel. Donc, dans ce cas-ci, le fixed layer, c'est mon input 2, c'est-à-dire le deuxième qui est ici, donc ma constante. Et l'overlay, ce sera la chandelle. C'est important à comprendre cette chose-là parce que la résolution de qui sortira du composite correspond au fixed layer. Et les transformations qu'on va appliquer vont s'appliquer à l'overlay. Donc, on peut avoir plusieurs overlays ou un seul, mais dans tous les cas, les transformations seront appliquées à l'overlay. Donc, c'est certain que dans mon cas, c'est donc la chandelle qui doit être en overlay, qui doit être placée par-dessus, et c'est la chandelle que je vais vouloir déplacer vers la droite. Donc, je vais y aller à coup de 0.1. Oups, je vais pas prendre les deux. Donc, sur la position des X à coup de 0.1, et à peu près comme ça. Peut-être un petit peu moins, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, dans le premier tiers gauche. Et c'est à peu près les résultats que je souhaite avoir. Donc, j'ai mon fond, j'ai placé une chandelle, et on va éventuellement en rajouter une deuxième et une troisième. Autre petit détail que je vous mentionne au passage, les transformations. Donc, quand vous faites, par exemple, un scale ou une rotation, se font à partir du centre de l'image. Donc, pas à partir du coin en haut à gauche ou en bas à droite, vraiment à partir du centre. Vous pouvez éventuellement changer le point de pivot si vous voulez que ça se comporte autrement, mais par défaut, ça se fait à partir du centre, donc à 0.5 en hauteur, 0.5 en largeur. Donc, on va ajouter maintenant une deuxième et une troisième chandelle. Donc, je vais copier la chandelle elle-même plus l'opérateur crop. Et pour fusionner ma deuxième chandelle, je vais fermer une des deux, parce que sinon ça va devenir un peu mélangeant. En fait, c'est celui-là qu'on devrait sans doute afficher, voilà. Quoique c'est un peu violent pour la rétine, donc je vais le fermer pour l'instant. Donc, si je veux tout simplement fusionner la deuxième chandelle avec le résultat de la fusion de mon fond et de la première, ben, je vais devoir ajouter un autre comp. Oups, je pense que j'ai choisi le mauvais. Donc, un autre composite. Et cette fois-là, fusionner le résultat précédent et la nouvelle chandelle. Et là, vous voyez, en le faisant, j'ai interverti les entrées et les sorties. Sachez que c'est possible de changer ça. Donc, en cliquant sur la petite flèche ici, vous voyez que, oups, elles ont été remises dans l'ordre que j'avais en tête. Donc là, évidemment, comme je suis reparti avec un nouveau composite, j'ai les mêmes problèmes. Donc, je vais faire les mêmes ajustements, c'est-à-dire le mode over, le prefit en native resolution, et j'ai ma deuxième chandelle qui, par défaut, est placée au milieu, donc ça correspond à peu près à l'endroit où je la veux. J'en rajoute une troisième. Et je vais faire la même chose pour l'ajouter. Je pense que cette fois-là, je vais copier cet opérateur-là, même si les liens ne sont plus les bons. Comme ça. Et celui-ci s'en va là. Comme ça. Et tout ce qui me restera à faire, c'est de déplacer la troisième, qui est probablement au centre en ce moment. Donc, la déplacer vers la droite. Donc, le translate, dans ce cas-ci,
peu près comme ça. Je pense que 0.4 c'est un peu trop. Je vais y aller à 0.33, à peu près le tiers. Quelque chose comme ça semble bon. Je vais juste le mettre en plus gros pour être sûr. Ouais, donc c'est à peu près l'idée que je voulais. Avoir les 3 chandelles qui soient affichées. Et maintenant, ce que je souhaite faire, c'est tout simplement appliquer la même logique à la lecture des autres chandelles. Sauf que, cette fois-là, on va les contrôler avec d'autres éléments. Donc, la caisse claire pour la première. Mais ce que j'aimerais faire pour la deuxième, c'est d'utiliser les aigus. Donc, pour se faire un peu de place, je vais enlever les trails qui étaient ici. Dans le fond, ils nous servaient simplement à débugger ou à voir un peu ce qui se passe. Donc, on n'en a pas spécifiquement besoin. Et je vais copier-coller tout ça, en fait, puisqu'on va reproduire la même mécanique, mais avec les fréquences aiguës. Donc, cette fois-là, ça sera select aigu. Le trigger, il sera au niveau des aigus lui aussi. On peut peut-être l'ajuster au passage. Donc, encore une fois, pour trouver le bon seuil, vous pouvez brancher un trail et regarder à quel endroit le seuil vous semble approprié. Donc, dans mes tests, pour les aigus, le seuil était à 0.03. Donc, ça semblait convenir. Et dans le cas de cette deuxième chandelle-là, j'ai mis un délai. En fait, si on va le regarder, je pense que ça va être plus parlant. Donc, je nous affiche le résultat ici. Et on va regarder ce que ça donne à cette étape-ci. Oups, donc là, les 3 sont encore liés à la caisse claire. Évidemment, on le voit assez bien par les 3 flèches qui sont ici. Donc, ma deuxième chandelle, je vais changer le lien. Je vais le lier à cette deuxième ligne-là, si on veut. Donc, cette fois-ci, comme ça. Et pour l'instant, tiens, je vais enlever la première chandelle pour pas qu'il y ait de confusion. Donc, si on regarde le résultat, ça fonctionne plus ou moins comme je voudrais. Donc, on va repasser en détail chacun de nos éléments. Ah ben oui, effectivement, j'ai oublié de sélectionner les fréquences aiguës. Donc ici, je dois sélectionner non pas les médiums, mais les aigus. Ensuite de ça, je vais le repasser pour être certain. Donc ça va. Le speed, normalement, c'est la même chose. Ça devrait être bon comme ça. Donc, ça s'approche de ce que je veux, mais c'est un peu difficile à voir parce que probablement que le délai de mon trigger est trop long. Donc, ce que je veux, c'est ces petites fréquences aiguës-là qui sont percussives. Je veux qu'elles fassent descendre la chandelle au même rythme. Mais là, j'ai l'impression que le délai est tellement long qu'on n'a pas le temps de voir. On a juste l'impression que c'est une lecture en continu. Donc, dans le sustain, on va probablement vouloir raccourcir la longueur, si on veut, là. Donc, le decay length, probablement que je vais le mettre à 0 carrément. On va regarder si ça correspond un peu mieux comme ça. Encore trop long. Je pense qu'on va aussi raccourcir sensiblement le release length. Donc, je reviens aussi. Ah oui, là, c'est mieux. Donc, vous voyez que là, le mouvement de la deuxième chandelle correspond à ces petites percussions là, qui sont dans les aigus. Un genre de hi-hat électronique. Je me demande même si je ne devrais pas tout simplement enlever le sustain level, donc que tout ça se fasse instantanément. On va regarder encore. Je pense qu'on peut y en laisser un petit peu, mais clairement pas trop. Voilà, ça correspond à peu près à ce qu'on souhaite faire. Donc, la première chandelle suit la caisse claire, la deuxième chandelle suit ces petites percussions aiguës-là.
Et qu'est-ce qu'on fait avec la troisième? Ben, ça serait tentant de simplement utiliser les fréquences basses. Je pense que si vous vouliez le faire, vous savez dorénavant comment. Dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est plutôt utiliser notre beat, l'opérateur beat qu'on a vu dans une vidéo précédente, de façon à synchroniser tout ça avec la ligne du temps, comme on l'a dit en début d'enregistrement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un chop de type beat, qui est ici. Et le chop de type beat, ce qu'il fait, c'est qu'il se déclenche à toutes les 4 temps. Autrement dit, à chaque mesure. Donc, la période qui est ici, c'est le moment où il se déclenche. Donc, si on démarre, vous allez voir. Donc, il revient à 0 à chaque mesure. 2, 3, 4, boum, 2, 3, 4, boum, 2, 3, 4. Donc, vous voyez l'idée. Dans mon cas, comme je veux qu'il suive plus le temps fort, c'est-à-dire la grosse caisse, ben, je vais lui dire de se déclencher à toutes les 2 temps. Donc, vous voyez, le mouvement déjà est plus rapide. Maintenant, on a déjà synchronisé la lecture du son avec la ligne du temps. Donc, normalement, ce qui nous reste tout simplement qu'à faire, c'est de brancher tout ça puis de regarder le résultat. Ça nous prendra, comme pour les autres, un trigger. Donc, on va aussi ajouter un trigger à cet endroit-ci. Et cette fois-là, le trigger, ben, il va être un petit peu plus facile à configurer, je présume. Parce que l'idée, dans le fond, c'est que dès que le trigger augmente, il est à 0. Dès qu'il devient plus grand que 0, on veut qu'il se déclenche. Et donc, cette fois-ci, plutôt que d'avoir et l'attaque et le release qui soient synchronisés, ben, je vais le décocher. Je vais lui dire, dès que tu es plus grand que 0, tu te déclenches. Et tu peux te relâcher dès que tu franchis 0.05. Donc, on est un peu à l'inverse de tantôt, puisque mon ramp ici, ben, on le voit qu'il augmente, puis il revient instantanément à 0. Donc, dès qu'il commence à réaugmenter, ben, je déclenche le trigger. On va faire la même chose, c'est-à-dire ajouter un speed, donc pour qu'il y ait cet effet d'escalier qu'on voyait tantôt. Et éventuellement, on va vouloir lier ça avec notre chandelle. Donc, je vais aussi ajouter un select pour garder tout ça bien propre. Quoique, il y a des noms qui n'ont pas été renommés. Tiens, profitons-en pour le renommer. Donc, dans ce cas-là, c'est le select pour le clip 3. Et, tiens, profitons-en pour mettre ça en rouge. Je crois que j'avais oublié de le faire pour celui-là. Ah non, il était correct. Voilà. Donc, je fais mon lien vers la chandelle. Tiens, je vais renommer mes chandelles. Donc, celle-là, ça devrait être la 1. Ah oui, là, il ne veut pas parce qu'il y en a déjà une. Bon. Je recommence. Donc, celle-là, ce sera la 1. Vous avez vu qu'il n'accepte pas qu'on mette deux instances d'un opérateur avec le même nom. Donc, il va automatiquement le changer. Donc, chandelle 2 et... Ah! J'ai fait la même erreur. Donc, ici, chandelle 2 et ici, chandelle 3. Voilà. Donc, j'attrape ma valeur qui est ici. D'ailleurs, est-ce que j'ai pris le temps de la renommer? On va juste regarder comment... Non, je ne l'ai pas renommée. Donc, comme je vous disais tantôt, moi, j'ai tendance à les renommer export quand ce sont des points d'exportation. Et je vais attraper cette valeur-là. Je l'amène sur la chandelle 3 dans son cue point. Et voilà. Est-ce que ça semble fonctionner? Donc, je vais... en fait, je vais masquer les paramètres. Oula! Pas tout à fait. Donc, je pense qu'on a quelques petits ajustements à faire. Donc, si je regarde mon beat, est-ce qu'il se déclenche correctement? Oui, il revient à 0 à tous les 2 temps. Donc, ça fonctionne bien. Le ramp, pourquoi il ne revient pas à 0 ici, mon trigger? Je vais juste regarder encore. Donc, dès qu'il dépasse 0, il se déclenche.
Dès qu'il dépasse 0.05, il arrête. Oui, ça va. OK. Ensuite de ça, le speed. On va regarder ici en mettant un trail. Ce qui se passe de ce côté-ci. Ouais, donc on voit qu'il y a un mouvement, mais il n'est pas tout à fait suffisamment prononcé. Donc on va regarder un petit peu les autres paramètres qu'on souhaite probablement plus rapides. Donc j'avais laissé ici la longueur de l'attaque. Donc plutôt que d'avoir l'effet instantané, ben là on a comme une petite montée. Donc on va remettre ça à 0. Je pense que ça va être plus réussi. Oh, et là il joue en continu, ce qui est définitivement pas ce qu'on souhaite. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça va. Le peak length, probablement qu'on peut le laisser à 0 dans ce cas-là, c'est pas très grave. Ah, peut-être que le 0.5 ici est trop long, là. Donc, il reste allumé, ou en tout cas, il reste en position 1 pendant une demi-seconde. Donc, ça me semble très long, tout ça. Je vais le raccourcir sensiblement. OK, on s'approche un peu. Je me demande jusqu'à quel point on ne devrait pas tout simplement rapetisser tout ça. Donc, le release length. OK, donc ça marche déjà un peu mieux. Donc, comme vous voyez, ça devient assez important de comprendre chacun des paramètres, le rôle de chacun des paramètres. Donc, on va réessayer cette version-là. Ça semble fonctionner, quoi qu'on dirait qu'il y a un petit délai au niveau de l'attaque. C'est curieux. Peak level, sustain, decay length. Donc ça, c'est l'angle de la fin, si on veut. Je vais regarder un petit peu notre ramp ici, comment il se comporte. Bon, en fait, ça correspond plutôt bien maintenant que je le regarde à nouveau. Je pense qu'on a à peu près le résultat qu'on souhaitait. Donc, comme vous pouvez le voir, on a été capable, à l'aide de fréquences aiguës et moyennes, de contrôler les deux premières vidéos, à l'aide de notre chop de type beat, de pouvoir contrôler le mouvement de la troisième vidéo. Probablement qu'on devrait faire un peu de ménage, donc renommer correctement tous les éléments. Je vais vous laisser le bonheur de faire ça. Ceci dit, ce qui nous manque, c'est peut-être un opérateur out. Vous vous souvenez que quand on clique sur le visualiseur qui est en haut à gauche, ce qu'on voit, c'est le visualiseur du projet 1, en fait, de l'endroit où on se trouve. Et s'il n'y a pas de out, ben, on n'aura aucun résultat. Donc ici, une fois que toutes les composites auront fait leur effet, ben, je rajoute tout simplement un out, de façon à ce que je puisse activer mon visualiseur et regarder le résultat. Donc, je vais tout simplement démarrer le truc et on va regarder dans une fenêtre ce que ça donne. Ça semble à peu près correspondre, quoique j'ai un certain doute. Les deux chandelles aux extrémités devraient alterner, un sur la grosse caisse, l'autre sur la caisse claire, puis on dirait que c'est pas tout à fait le cas. Ah! J'ai oublié un petit détail, faites attention à celui-là. Notre opérateur beat, par défaut, il est lui-même en mode séquentiel. Donc, quand on l'ajoute, il n'est pas nécessairement synchronisé automatiquement avec le timeline. Dans notre cas, ce serait important que ça le soit. Donc, c'est pour ça qu'on observait un décalage tantôt. En fait, ça n'avait rien à voir avec les paramètres du trigger. Je pense que c'était tout simplement lié à cet aspect-là. Donc, on va lui dire Locked to Timeline. Je reviens, on démarre et on va regarder ça dans une fenêtre.
Donc, la caisse claire qui déclenche ici, la grosse caisse, en contrepartie, l'autre côté, et notre petit hayat qui fait bouger tranquillement la chandelle du son. Voilà, donc c'est essentiellement le résultat auquel je souhaitais arriver. Voilà, on se revoit pour une prochaine vidéo.